7 heures du matin sur la côte ouest de l'Écosse. Il est grand temps pour Callum Macaulay d'embrasser ses triplés et de mettre les voiles. En général, j'embarque pour une période de 28 jours. C'est vrai, on se balade pas mal dans mon boulot. Et puis les phares, vous savez, certaines personnes n'en approcheront jamais de toute leur vie. Eh bien nous, on a la chance de se poser dessus en hélicoptère. Callum est Bosco, autrement dit maître d'équipage à bord du Pharos, le phare en grec. Unique en son genre, cette puissante unité aux allures de remorqueur de haute mer est le navire amiral des phares et balises écossais. Basé dans le port d'Oban, il est spécialisé dans la maintenance de tout ce qui concerne la navigation dans cette zone particulièrement inhospitalière du littoral. Le Pharos a été construit il y a quelques mois en Pologne. Mais déjà son équipage ne compte plus les 1000 parcourus. La sentinelle de la mer des Hébrides met le cap au sud. À plus de 14 nœuds, le navire fend littéralement la houle. Quand j'ai été en Pologne l'an dernier pour les essais en mer, je n'avais jamais vu le Pharos. Sur le port, on a rejoint la pilotine qui nous a transportés sur le bateau. Et je peux vous dire que lorsque vous le voyez pour la première fois, vous vous dites qu'il est énorme comparé aux autres bateaux qu'on a connus. La première fois qu'on le voit, on se dit qu'il est très grand et on est très impressionné. Aujourd'hui, on compte près de 200 phares en Écosse. Mais plus aucun gardien ne veille à l'entretien de ces édifices rongés par la houle et les vents violents. Avec un trafic maritime croissant dans la région, il y a de plus en plus de bouées et de balises sur la mer. Autant d'engins ultra perfectionnés qu'il faut sans cesse réparer ou remplacer. Le Pharos est un véritable atelier flottant. À bord, ils sont une trentaine, mécanos, soudeurs, grutiers. Les marins se relaient toutes les 5 semaines. Sur le pont ce matin, c'est Callum qui veille au bon déroulement des opérations. L'état de nos bouées dépend vraiment de l'endroit où elles se trouvent. Cela se joue en fonction de la marée et de la météo. Certaines roulent plus vite que d'autres. Si elles se trouvent dans des eaux protégées et peu profondes, la chaîne peut durer longtemps. En revanche, si elles se trouvent dans des courants et si le temps a été mauvais, il faut les changer souvent. L'hélicoptère des phares et balises vient de se poser à l'avant du Pharos. En passerelle, le capitaine Alan et Rob, le pilote, ont le nez sur la carte de la dépression en cours. Une forte tempête est annoncée. Nous avons reçu un email ce matin de notre QG à Édimbourg. C'est là-bas que sont assemblées toutes les données concernant les phares et les balises de toute l'Écosse. Ils ont capté un signal comme quoi les batteries du phare de Skerryvore commencent à faiblir. Donc il y a un problème et il faut envoyer nos techniciens sur le phare avec notre hélico. Mais vous savez, c'est la météo qui décide de tout dans ce métier. C'est pour ça qu'on consulte les prévisions avant de sortir et d'envisager une mission. À peine sorti de l'abri naturel que forme un chapelet d'îles, le Pharos essuie un sérieux grain. En quelques minutes, la mer se forme. Ces conditions météo risquent bien de compromettre la mission du jour.
Pourtant, le Pharos trouve un nouvel abri et l'hélico décolle. Direction le phare de Skerryvore. Ce phare est considéré comme l'un des plus beaux du monde d'un point de vue architectural, mais c'est aussi l'un des moins accessibles. Aux commandes de l'appareil, dans des rafales de plus de 80 km/h, Rob va tout tenter pour se poser. Mais après plusieurs survols, il renonce. Skerryvore, c'est vraiment un phare difficile. Vous voyez la zone d'atterrissage? Elle se situe au niveau de la mer. C'est un endroit très exposé et quand on s'approche, il faut faire très attention aux grosses vagues qui déferlent de part et d'autre. Les fenêtres météo pour se poser sont vraiment limitées. C'est aussi une zone d'atterrissage qui n'est fréquentable que lorsque la marée est basse. Il va falloir attendre que la mer soit plus calme pour déposer les gars. Retour donc sur le Pharos, où Alan, le capitaine, même après 26 années de service, est toujours obligé d'improviser en cas d'annulation. Callum, lui, s'apprête à quitter le navire pour un autre phare situé sur la petite île d'Islay, célèbre pour ses nombreuses distilleries de whisky. Aujourd'hui, on va se faire déposer à terre. On doit en fait transporter un appareil assez simple. C'est un engin qui capte l'humidité. Plus tard, un technicien viendra le brancher. Nous, notre boulot, c'est juste d'assurer le transport de cet appareil. L'hélico va nous l'amener au bout d'un filin, on le détache, on le pose dans le phare, et puis on se rentre. Regardez, ça c'est le phare où nous allons, le Rins of Islay. Cette clé est censée ouvrir tous les phares d'Écosse. On a une seule clé et les cadenas sont tous identiques. Enfin, on l'espère. Houston, je crois qu'on a un problème. La plupart des phares écossais ont été automatisés à la fin des années 80. Depuis, chaque phare est visité 1 à 2 fois par an par les marins du Pharos. Quand une panne est détectée ou lorsqu'un feu s'éteint, des ingénieurs et des électriciens sont dépêchés sur place, le plus rapidement possible. En général, en hélicoptère. Il y a 40 ans, nos bateaux étaient construits pour la relève des phares. À cette époque, il y avait encore des gardiens dans les phares. Ces bateaux avaient des lignes étroites et étaient très manœuvrables. Ils étaient parfaits lorsqu'il fallait déposer les gardiens sur les phares ou les ramener sur le bateau. Quand j'étais gamin, c'était tout à fait le genre de métier que je voulais faire. Ça avait l'air très intéressant, passionnant même, d'être sur ces petits bateaux de travail par des conditions météo souvent difficiles. Les gardiens de phare voulaient absolument rentrer chez eux, et ce, quel que soit le temps qu'il faisait. Cette fois, le Pharos poursuit sa route vers l'ouest. La nuit tombe, et l'équipage est à la recherche d'un faisceau lumineux.
Pour les navigateurs, une lumière blanche indique que la route est libre, qu'il n'y a pas de récif à l'horizon. En revanche, quand la lumière d'un phare passe au rouge, il y a danger. Les ordinateurs du bateau nous maintiennent en position immobile. En fait, nous attendons qu'il fasse assez sombre, histoire de vérifier que les secteurs lumineux de ce phare sont bien réglés. Trois, 5, 5 et demi. 3, 5, 6 et demi. Feu rouge au 357 et demi. Quelque part, nous sommes les garants de la sécurité de tous les marins qui naviguent par ici. On a beau avoir des systèmes très sophistiqués de navigation sur les bateaux, si un jour il y a une défaillance, il faudra toujours sortir une carte marine et se fier aux éclats des feux en mer. Sans nos phares, les gens seraient complètement perdus. 4 jours ont passé depuis la dernière tentative pour se poser au phare de Skerryvore. Jusqu'ici, les batteries ont tenu bon. Mais ce matin, à Édimbourg, le quartier général des phares et balises, les nouvelles sont mauvaises, on craint le pire. Pas question que le phare ne s'éteigne. Les ordres sont clairs, il faut absolument tenter une sortie. À bord du Pharos, la radio des gardes-côtes annonce une tempête avec des vents de force 10. À nouveau, le navire se met à l'abri dans une baie et l'hélicoptère décolle du pont avant. Rob, le pilote, va tenter l'impossible, déposer 2 techniciens afin de réparer la panne. Il y a une trentaine d'années, par un jour assez calme, je crois, une grosse vague venue de l'Atlantique s'est fracassée contre les rochers. Elle est passée par-dessus les murs de la zone d'atterrissage et a fait basculer l'hélicoptère. Du coup, on a perdu cet hélico. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne peut pas couper les moteurs une fois posés. On laisse donc tourner les pales, les gars sortent, ferment les portes et tout cela le plus rapidement possible. Mission réussie, 2 ingénieurs des phares et balises vont passer sans doute plusieurs jours sur le phare de Skerryvore pour réparer la panne. À bord du Pharos, l'équipage est soulagé. Allô mon ami, comment ça va? Salut mon pote. Alors, encore des patates au menu? Comment veux-tu que je perde du poids après tout ça? Quand on rentre chez soi, après tant de temps de vie à bord de ce bateau, eh bien, il faut se remettre dans le rythme de la maison, celui du quotidien de la famille. Il faut s'habituer à se faire un peu enguirlander par sa femme. On est un peu moins tranquille qu'ici, où finalement on se débrouille seul. Vous savez, quand on embarque sur le Pharos, on se sent un peu vivre comme un étudiant, dans une chambre de bonne. Après 2 semaines à sillonner l'archipel de la mer des Hébrides, le Pharos rentre exceptionnellement au port d'Oban. Callum, le maître d'équipage, s'apprête à rentrer chez lui pour la nuit. Ses moussaillons l'attendent, de pied ferme. Sa femme aussi.
Tout au sud de la Turquie, une drôle de barge est amarrée à même la falaise. C'est ici, au fond d'une baie, que M. Karaman Sadıkoğlu passe ses week-ends. Il déplace sa maison flottante au gré de ses envies et surtout celle de son épouse. Chaque baie ici a un charme différent. Nous adorons la région de Göcek. Ma femme aime bien peindre et elle veut que je bouge la maison chaque semaine dans une autre baie parce qu'elle veut les peindre toutes. Aujourd'hui, elle a une bonne collection de tableaux de ces endroits. C'est un lieu très relaxant. On adore vraiment. C'est si beau. Monsieur Karaman est un armateur fortuné. Il est à la tête du plus grand chantier naval d'Istanbul et adore tout ce qui flotte. D'ailleurs, sa maison est entourée de jouets en tout genre, dont un de taille, mouillé à quelques centaines de mètres. Le Savarona est un ancien vapeur long de 136 mètres, construit en 1931 à Hambourg pour le compte d'une richissime américaine. Comme toujours, M. Karaman est un homme pressé. Quand il n'est pas sur sa barge de luxe, il passe volontiers quelques heures sur son grand bateau blanc. Ce navire, il le considère un peu comme un vaste salon flottant, une très belle salle de réception, qu'il loue de temps à autre à des clients fortunés. À bord du Savarona, le personnel est déjà au garde à vous. Mitin, le majordome, guette l'arrivée du patron. Savarona, c'est le nom d'une espèce de cygne qui vit en Afrique. Et si vous regardez bien la manière dont ce bateau a été dessiné, et si vous l'observez lorsqu'il navigue, vous verrez que c'est un bateau superbe. Quand on se promène autour des îles grecques, quand on longe la côte italienne ou la côte d'Azur, c'est très agréable de naviguer sur un tel navire. L'apparence extérieure de ce yacht historique est plutôt classique. Mais à l'intérieur, c'est un cocon très confortable. On y découvre un mélange d'antiquités, de traditions ottomanes, de tapis anciens, de mobilier historique et des sculptures des années 30. Sans oublier évidemment la petite touche de luxe. Quand j'ai reçu ce bateau il y a 16 ans de la part du gouvernement turc, il était en très mauvais état, une vraie épave. Le gouvernement de l'époque l'avait vendu à un chantier de démantèlement pour $6 000 seulement. J'ai alors appelé le président turc pour lui dire que c'était une honte de se débarrasser ainsi du navire d'Atatürk. Il était au courant de rien. Il a aussitôt appelé les grands généraux de la marine. Il a tout annulé et m'a envoyé le bateau. Je l'ai alors complètement refait dans mon chantier à Istanbul. Les travaux ont duré 2 ans et demi. Situé au centre du navire se cache un petit musée dédié à la mémoire du président Atatürk. Monsieur Karaman, comme beaucoup de ses compatriotes, voue un véritable culte au fondateur de la Turquie moderne, au point même de lui ressembler. Voici une de ses dernières photos. Elle a été prise à un moment où il allait un peu mieux. Et il peut avoir une conversation avec ses généraux sur le Savarona.
4 jours plus tard, ils l'ont transporté jusqu'à ce lit. Il lui faisait régulièrement des prises de sang. Vous pouvez d'ailleurs voir un peu de sang là sur la couverture du lit. Atatürk a dormi ici pendant une dizaine de jours. À cette époque, le Savarona marchait à la vapeur, ce qui provoquait une petite vibration à bord. Alors ils ont amarré l'un des sous-marins turcs à tribord et ils ont éteint les générateurs du bateau pour ne garder de l'électricité que dans cette chambre. Avant de mourir, Atatürk a dit à son médecin « Je n'ai jamais eu de jouet dans ma vie. Le Savarona est mon seul jouet, s'il vous plaît. Gardez-moi jusqu'au dernier moment sur le bateau. » Une fois la chambre du grand chef fermée à clé, petite visite à travers le bateau qui fait la fierté de tout un peuple. Nous traversons une salle à manger pour dîner diplomatique, un dédale de couloirs et de chambres, des passages secrets, une salle de bain précieuse, et puis dans les anciennes cales du navire, nous faisons une découverte inattendue. En sortant d'un ascenseur, une chaleur étouffante. Celle des bains turcs du Savarona. Une immense pièce décorée avec 30 tonnes de marbre. Du jamais vu sur ce type de grand yacht. Pendant ce temps, 3 étages plus haut, sur le pont arrière, une petite troupe de serveurs est à l'œuvre pour préparer la soirée. Cela fait 6 ans que Metin est au service du propriétaire, M. Karaman. 6 années de bons et loyaux services à la patrie turque, en quelque sorte. L'esprit de Mustafa Kemal demeure à jamais dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons héritées de lui, et notamment notre mode de vie à l'occidental. On lui doit tout. C'est pour cela que nous apprenons à nos enfants son histoire, pour qu'ils n'oublient jamais l'héritage d'Atatürk et les changements qui sont survenus grâce à lui. Moi, je vous le dis, une nation qui oublie son passé n'a aucun avenir. Après ces bonnes paroles, retour sur la maison flottante des Karaman. Ce soir, monsieur et madame reçoivent à bord du Savarona. Leurs amis, triés sur le volet, sont pour la plupart propriétaires des grands yachts qui mouillent dans la baie de Göcek. Ce soir, à l'heure du coucher du soleil, rien ne saurait nuire à la très bonne réputation du Savarona dans le tout petit univers du yachting de luxe. Une fois à bord, Madame Karaman traque la moindre faute de goût. Ce que j'aime le plus, c'est le moment où nous entrons dans les ports avec ce yacht, et spécialement en Europe. Cela me plaît de voir l'admiration dans les yeux des gens qui regardent le Savarona. Ce bateau est tellement unique que tout le monde l'apprécie.
Chaque année, nous nous rendons dans un endroit différent de Turquie. À cette occasion, les gens n'hésitent pas à faire la queue pendant des heures pour venir toucher les meubles de la chambre d'Atatürk. Respirer cette atmosphère si particulière. Ce bateau est vraiment vivant à mes yeux. Vous savez, j'ai construit l'un des plus grands yachts du monde, le Platinum. Maintenant, il s'appelle Dubaï. Eh bien, quand j'étais à bord, ce genre de bateau n'était à mes yeux qu'un simple navire à passagers. Il n'y avait aucune âme. Moi, je suis le propriétaire de ce bateau depuis 15 ans et je n'ai jamais dormi dans la chambre d'Atatürk. Mais qui parle de dormir ce soir? La sono crache des décibels à réveiller toute la baie. La musique, sans aucun doute très occidentale, surprendrait sans doute l'honorable Atatürk, s'il était encore de ce monde. Le lendemain matin, il ne reste plus que l'équipage à bord. Les propriétaires se sont envolés vers Istanbul où dans quelques semaines, le Savarona prendra ses quartiers d'hiver. Sur le pont supérieur, Metin profite de son temps libre pour prendre des nouvelles de sa fille. J'ai plein d'histoires à lui raconter. Lorsque je deviendrai vieux et qu'elle sera grande, je lui dirai où j'ai travaillé et je lui parlerai de tous ces endroits où je suis allé, des centaines d'escales. Ici, c'est la fin de ma carrière sur la mer. Après le Savarona, je ne travaillerai plus. Et je souhaite finir ma carrière sur le plus grand navire de luxe qui ne soit pas la propriété d'un roi ou d'une reine. J'ai vraiment plein d'anecdotes à lui raconter. Le Savarona, c'est vraiment une page d'histoire à lui tout seul.